Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition. Voici les principaux titres de votre journal du samedi 27 mai. Les efforts se poursuivent dans la wilaya de Guelma et de Tipaza pour rétablir la situation suite aux intempéries de la semaine dernière. D'importants dégâts matériels ont été occasionnés. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés. Dans le grand format de ce samedi, nous vous ferons découvrir une exploitation agricole à Zeralda, un modèle de ferme moderne qui s'étend sur 28 hectares. De nouvelles technologies qui servent à augmenter le rendement et à améliorer la qualité des productions. Aït Raïd est un village plusieurs fois centenaire, situé à plus de 600 mètres d'altitude dans la daïra des Ouadia. À Tizi Ouzou, ce village tombe en ruine. Ses habitants appellent à sa sauvegarde. Un reportage dans notre édition. Coupe d'Algérie, la Sochlef est le premier club qualifié en finale de l'édition 2023 de la Coupe d'Algérie senior messieurs de football après sa victoire contre la JS Saoura 3-1 en demi-finale disputée hier au stade Miloudhed Fidoran. La deuxième demi-finale opposera ce soir le NC Magra au CR Belouizdad. Bienvenue à tous. D'abord, retour sur ces intempéries de la semaine dernière qui ont provoqué de nombreux dégâts humains et matériels. Encore, à l'heure actuelle, les efforts se poursuivent pour rétablir la situation au niveau des deux wilayas de Guelma et de Tipaza fortement touchés par les pluies diluviennes. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés. Saïd Blaz, Yassinia Hosseini, commentaire de Badi Amarni. Les dernières pluies qui se sont abattues sur Guelma ont entraîné l'augmentation des eaux de l'Oued el-Malh dans la commune de Hammam Mbaïl et l'effondrement d'une partie du pont relié au chemin Wilayal numéro 119. Ajoute à cela les glissements de terrain, les coupures d'électricité et de gaz. Nous n'avons pas vécu ce genre d'inondation depuis 20 ans. Ces inondations ont endommagé les arbres fruitiers et différentes autres cultures. Ces précipitations exceptionnelles ont entraîné la mort d'une élève et causé d'importantes pertes au niveau des habitations et pas que, puisque même l'école primaire n'a pas été épargnée, de même que la mosquée. Les efforts se poursuivent pour dégager les détritus de l'école et remettre le pont en son état initial. Nous avons mobilisé les moyens de la direction des travaux publics, entre autres des camions pour transporter les boues. Nous avons réussi à relier le pont à la route. Oued Hlio, dans la commune de Khzara, est également sorti de son lit et entraîné d'importants dégâts sur les cultures et la fermeture de la route. Nos éléments ont intervenu et secouru deux agriculteurs qui se sont accrochés à un poteau électrique. 26 ressortissants étrangers ont été également secourus à Oued Seybous. Nous déplorons malheureusement la mort d'une élève de 7 ans. Une cellule de crise est mise en place pour suivre la situation dans la wilaya de Guelma. À Tipaza, les autorités locales ont mis les bouchées doubles et mobilisé tous les moyens humains et matériels afin de rétablir la situation et faire face aux inondations causées par les dernières intempéries. Nous avons mobilisé entre autres 4 rétrochargeurs, des porte-chars et 8 camions. Plus de 250 camions sont mobilisés et plus de 350 employés sont déployés sur le terrain pour ouvrir les routes et rétablir la circulation. Nous avons reçu des instructions du ministre de l'Intérieur pour la participation des wilayas limitrophes dans cette opération. Les acteurs de la société civile apportent eux aussi leur aide aux familles sinistrées. Nous sommes en train d'aider les familles et de faire les statistiques. Nous avons mobilisé tous les moyens pour aider les familles et répertorier les engins sur les différentes régions de Tipaza, Fouka, Douaouda, Bousmaïl et Koléa. Les efforts se poursuivent jusqu'au rétablissement total de la situation. Et la prudence reste de mise. Je rappelle que les services météo alertent sur le retour des pluies dès ce soir. Vous trouverez toutes les informations dans le bulletin météo à la fin de ce journal. Et ces pluies étaient par ailleurs très attendues, notamment par le secteur des ressources en eau et celui de l'agriculture. Peut-être pas de cette intensité, mais la sécheresse menaçait certaines cultures, d'où l'importance d'introduire des techniques innovantes dans l'irrigation. Nous vous présentons justement ce matin une exploitation agricole moderne à Zeralda, une ferme à la pointe de l'innovation qui mise sur les techniques de greffage de plants et de serres multichapelles
pour augmenter le rendement et améliorer la qualité des tomates notamment. C'est le grand format de ce samedi, il est réalisé par Amel Bouarba. On dit que la volonté et la persévérance sont la clé de la réussite. C'est certainement le cas pour cet investisseur agricole de Zeralda, producteur de plants maraîchers, tout type de variétés. Abdelkader Gana s'est pleinement investi dans un domaine qu'il affectionne tout particulièrement. On lutte depuis 2005. On a investi sur la serre multichapelle. Mais on peut investir parce qu'on est partenaire. On travaille avec la nouvelle technologie, c'est le greffage avec 2 bras sur la tomate, où là on arrive à produire dans les environs de 300 tonnes par hectare. Dans les tomates, une tomate qui va jusqu'à 25 bouquets. Sur le plan greffé, l'objectif c'est d'avoir un haut niveau de production sur la tomate sous serre. Et on travaille généralement sur des serres multichapelles. On irrigue avec le goutte à goutte. C'est un produit naturel qui est pollinisé avec le bourdon. En plus, c'est des variétés qui ont le goût, là où le taux de Brix est très élevé. À la pointe de l'innovation, il s'est adapté aux dernières avancées dans le secteur agricole pour augmenter son rendement et assurer une production de qualité. Pour la culture de tomates, il a opté pour la serre multichapelle en misant sur la technique de greffage. Et voici le résultat. Des tomates toutes variétés confondues, dans la tomate cerise, de la couleur pourpre à l'orange, avec un goût et une qualité uniques. On encourage ce système de production. On voudrait bien qu'au niveau de la wilaya d'Alger soit une wilaya pilote pour la production de maraîchers ou de maraîchage, tel que vous voyez ici la tomate, plusieurs variétés. C'est un système, on l'inclut nous en tant que professionnels dans le cadre des changements climatiques. C'est un système de production qui économise l'eau. Si on met de la tomate, par exemple, en plein champ, on fait une production de 50 tonnes. Si on fait la multichapelle, qui est automatisée, on multiplie le rendement par 7 pour la 8. S'étendant sur 28 hectares, cette exploitation agricole compte aussi une pépinière avec une main-d'œuvre qualifiée et des ingénieurs agronomes. Ici, le greffage des plants est une technique délicate, minutieusement maîtrisée. Ici, on a le greffage des cucurbitacées. On utilise la moyenne de greffage pour améliorer la qualité de production de fruits. On fait toute la culture maraîchère, tomates, poivrons, sous des 2 variétés différentes, le porte-greffe et la variété, afin d'avoir un bon produit. C'est une technique moderne afin d'éviter beaucoup de maladies de sol dans notre époque et des changements climatiques et donner un bon produit pour les agriculteurs. La science et la technologie au service de l'agriculture, un impératif pour l'Algérie. Oui, c'est les orientations des autres autorités du pays, donc c'est l'utilisation de la science. Il y a le greffage, les multichapelles et pourquoi ne pas les donner aux jeunes investisseurs? Il faut libérer les fonciers pour ce genre d'investissement. Grâce au savoir-faire qu'il a acquis dans la technique de greffage, cet exploitant agricole approvisionne le marché local et organise aussi des journées de formation et de vulgarisation au profit des agriculteurs. Mais même si l'ambition est bel et bien là, un seul bémol. C'est le foncier agricole. Parce qu'un locataire, il ne peut pas investir s'il n'est pas basé, s'il n'est pas chez lui, comment dire. Bon. La terre restera toujours la terre de l'État. Mais au moins, il a la garantie d'investir et de travailler sur ce terrain. Mais j'espère qu'on va s'en sortir, qu'on va arriver à ce qu'il a dit, Monsieur le Président de la République, pour que l'agriculture avance en Algérie. La terre à celui qui la travaille, à celui qui en prend soin, un mot d'ordre qui est plus que jamais d'actualité et qui trouve tout son sens dans cette exploitation agricole modèle au moment où l'Algérie fait face aux défis de la sécurité alimentaire. Une belle expérience à encourager. L'accès au logement reste une des priorités des pouvoirs publics. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a d'ailleurs annoncé qu'1 million de logements seront livrés d'ici 2024. Près de 700 000 logements sont en cours de réalisation. L'annonce a été faite lors d'un entretien accordé à la télévision algérienne et qui sera diffusé ce soir sur la chaîne d'information. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Entre 2020 et 2022, 920 000 logements ont été distribués et nous comptons livrer 1 million de logements d'ici 2024. Les différents chantiers à travers le pays ont désormais opté pour le système de 2x8 et le 3x8, créant ainsi une nouvelle dynamique. Je saisis cette occasion pour rendre hommage aux cadres du secteur de l'habitat au niveau national et au niveau central qui ont adhéré pleinement à cette nouvelle philosophie afin de satisfaire le citoyen. Pour ce qui est des infrastructures publiques, plus de 2200 infrastructures ont été livrées entre 2020 et 2022. Pour l'année 2023, près de 700 000 logements sont en cours de réalisation. 225 000 logements sont inscrits au titre de la loi de finances 2023, alors que près d'1 million de logements sont en cours de réalisation au titre de la loi de finances 2024. Ces chantiers connaissent des cadences de réalisation différentes. C'est pour cela que des réunions périodiques sont tenues pour lever toutes les entraves et assurer à ces chantiers une cadence de réalisation meilleure. D'ici la fin de l'année en cours, nous espérons atteindre les mêmes résultats que ceux de l'année dernière, c'est-à-dire la distribution de 417 000 logements, un chiffre appréciable qui a atténué la pression et la demande sur le logement au niveau national. Nous avons du pain sur la planche pour satisfaire toutes les demandes. Pour cela, nous faisons de notre mieux pour garantir une cadence et une qualité meilleure à tout le programme en cours de réalisation. La loi sur la monnaie et le crédit est l'une des lois fondatrices de l'économie et du système financier qui fixe les principes fondamentaux régissant le fonctionnement du système bancaire. La nouvelle loi introduit des changements notables et vise à renforcer la gouvernance et la transparence du système bancaire pour construire un système financier au service de la croissance économique et de la stabilité monétaire. Le reportage de Saïda Mayouf. La modernisation du système bancaire et le renforcement de ses missions de réglementation et de contrôle se consolident à travers la nouvelle loi monétaire et bancaire, considérée tel un nouveau jalon venant s'ajouter à toute une série de réformes initiées par le pays afin d'accompagner les grandes mutations de l'écosystème bancaire. La présente modification a pour objet justement de mettre à jour un peu ce cadre législatif et par la suite aussi réglementaire qui encadre l'activité bancaire à la lumière des évolutions, des développements qu'a connu les métiers de la banque, la profession bancaire avec l'avènement de la digitalisation, l'avènement des monnaies chiffrées, des monnaies numériques, de la crypto-monnaie. On sait que le gouvernement a commencé par la révision de plusieurs lois, y compris la loi sur la monnaie et le crédit, qui est un axe important pour le climat des affaires, pour un investisseur et pour le citoyen algérien. Premièrement, la transparence. Deuxièmement, la technologie avec le dinar numérique. Cette loi vise à asseoir une nouvelle gouvernance de la Banque d'Algérie, notamment à travers le retour au système de mandat pour l'exercice de la fonction de gouverneur et des vice-gouverneurs de cette institution financière. Cette mesure elle est très importante pour la stabilité dans la gestion, la stabilité pour le gouverneur et ses assistants. Donc il y a plusieurs mesures dans cette loi pour s'adapter à ce qui se passe autour de nous. Donc c'est un mandat d'une durée déterminée et qui est renouvelable une fois. Donc le mandat, ça veut dire que c'est si vous voulez, une autorité un peu indépendante qui confère un peu au gouverneur et à ces différentes autorités, je pense, une meilleure marge d'action et d'intervention. Parmi les nouveautés aussi, la nouvelle loi elle a consacré la reconnaissance de cette particularité chariatique ou de cette finance islamique, cette banque islamique, sur le plan légal, au sein de la loi. Et encore plus, elle a autorisé la création de banques totalement islamiques, c'est-à-dire qui fonctionnent totalement sur les préceptes de la charia. Un climat des affaires propice est ainsi offert aux opérateurs économiques à même de leur faciliter les transactions bancaires et l'inclusion financière. La possibilité d'agréer des PSP, des pourvoyeurs en système de paiement, en moyen de paiement. Ce sont des sociétés qui peuvent offrir des services de paiement électroniques sans qu'il ne soit besoin qu'ils soient autorisés sous forme de banque ou d'établissement financier. Auparavant, il n'y a que les banques et les établissements financiers qui peuvent
offrir des moyens de paiement à leur clientèle. Maintenant, il y a cette possibilité, c'est une évolution aussi qui est connue de par le monde. Ce sont des sociétés privées, généralement des fintechs. Ce sont des fintechs, des sociétés qui sont dans les technologies d'information qui peuvent proposer des moyens de paiement, mais qui restent toujours supervisés et contrôlés par la Banque centrale. Cette nouvelle loi monétaire et bancaire s'inscrit, faut-il le rappeler, dans le cadre des 54 engagements du président de la République concernant les grandes réformes de la gouvernance financière en Algérie. Une manière d'aller de pair avec toutes les mutations que connaît le climat bancaire national, mais également international. Et une connexion haut débit est nécessaire, justement. Améliorer la qualité des services d'Internet et élargir son accessibilité jusque dans les zones enclavées, c'est sur quoi planche le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. À Tébessa, par exemple, la fibre optique fait son chemin. Algérie Télécom poursuit les travaux de modernisation de son réseau et remplace les vieux câbles en cuivre par ce fil de verre extrêmement fin. Le but étant de garantir un accès Internet à très haut débit. Le commentaire de Yamina Saïdi. Le renforcement du réseau Internet a permis aux habitants de la wilaya de Tébessa de suivre l'actualité en un seul clic. Et ce, grâce au raccordement de la nouvelle ville Eddouken et Belhafdir à la fibre optique qui offre Internet à haut débit. 200 mégas. Avec 200 mégas, je peux regarder toutes les chaînes de télévision, les matchs de football. Je peux également travailler à distance. Ma femme et ma fille aussi sont soulagées de pouvoir se connecter sans coupure. جربنا قبل النورمال ودركا رانا في لا فيبر اوبتيك لا فيبر اوبتيك يعني واش راح نقول لك كاين غرون ديفيرونس غرون ديفيرونس يعني كيما نقولوا حنا انا مداير باغ اكزومبل عندي لو 10 برك لو 10 ميغا 10 ميغا الحمد لله يا ربي ماشي بهم لا تيليفزيون لي بورتابل لو ميكرو tout ce qu'on a besoin à la maison qui concerne la connexion Internet, alhamdoulilah, تمشي ل 10 mégas برك. فما بالك لي 15 puisque la plupart درك عندهم le 15 mégas. Algérie Télécom est en charge du projet de raccordement à la fibre optique FTTH qui a touché aussi la ville frontalière de Lemridj pour augmenter l'accessibilité du réseau Internet haut débit. Dans la commune de Lemridj, le réseau Internet était relativement faible. Aujourd'hui, avec le renforcement du réseau, grâce à la fibre optique, nous pouvons télécharger des fichiers, des documents et des vidéos en un seul clic. C'est un grand soulagement pour nous et pour nos familles. Nos enfants peuvent enfin avoir accès à Internet sans difficulté. Le raccordement à la fibre optique FTTH est une technique moderne dont la wilaya a pu bénéficier. Plusieurs communes ont été touchées par cette opération, en particulier les villes frontalières, à l'instar de Bir el-Ater, Safsaf el-Ousra, Oumali, Le Kouif, Lemridj et Louanza. À ce jour, nous avons pu réaliser plus de 23 000 lignes. Nous comptons quelques 10 000 clients largement satisfaits de nos services. Le projet de raccordement à la fibre optique sera bien évidemment généralisé sur l'ensemble de la wilaya pour répondre ainsi à la demande de tous nos habitants. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du secteur en vue d'assurer une couverture totale du réseau de télécommunications et par là même de désenclaver les zones éloignées en assurant un service de qualité au profit des habitants de cette wilaya. Surfer sur la toile n'est plus une activité réservée aux adultes et aux professionnels. Les enfants ont grandi dans cet univers de nouvelles technologies. Ils deviennent de plus en plus exigeants. Il faut faire constamment dans l'innovation pour capter leur attention. Et c'est ce qui est attendu à travers le concours organisé par le Salon international du jeu, de l'épanouissement et des loisirs, prévu le 1er juin prochain. Vous allez voir que les participants ne manquent pas d'idées. Walid Yousfi les a rencontrés. Ce sont là les derniers préparatifs à quelques jours du début de la compétition. Ces jeunes porteurs de projets sont réunis ici pour peaufiner leur présentation. Objectif, mettre en avant leur idée pour être prêts à pitcher leur projet le jour J. Nous avons décidé de lancer une collection inédite en Algérie qui parle de sujets tels que la maladie, tels que la trisomie 21, les enfants de la Lune. Voilà, parce que sur le marché algérien, il y a des ouvrages, il y a des livres qui parlent de ces sujets-là.
mais ça s'adresse aux adultes. Donc il y a des termes scientifiques, des termes médicaux que l'enfant ne comprend pas. Donc notre idée à nous, c'est de parler de ces sujets-là en s'adressant à l'enfant avec des illustrations et des mots simples. Bracelet intelligent. J'ai mis en place un bracelet intelligent qui émet un son dès que l'enfant accède à la cuisine, à la salle de bain ou autre endroit où il y a potentiellement un danger pour lui. Le bracelet envoie un signal et permet d'avertir les parents en cas de danger. Je pense que c'est une opportunité, c'est l'idée du salon Sijilla, c'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ils ont touché une catégorie qui a été carrément exclue du marché. Le concours en question commence à partir du 1er juin, à l'occasion du Salon international du jeu, de l'épanouissement et des loisirs. Un salon qui propose aux visiteurs les dernières découvertes et nouveautés dans le monde de l'industrie du jouet et l'univers de l'enfant. Aujourd'hui, c'est le thème qui a été le moins abordé, mais qui a le plus de besoins. Il y a très peu de choses qui sont faites. On voit que les enfants sont accrochés à leurs écrans, mais pas de la bonne manière. Donc on diabolise très souvent la technologie et on essaye de l'éviter. Alors que utiliser à bon escient, elle peut apporter beaucoup de choses et faire gagner des années en termes d'évolution et d'éducation. Le concours est encore ouvert. Donc venez nombreux, inscrivez-vous. Même si l'idée n'est pas encore finalisée, on vous aidera justement à aller au bout de cette idée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour cela, vous pouvez accéder à la plateforme numérique du salon et suivre les étapes pour vous inscrire, et ce, avant le 31 mai prochain. L'UNESCO célèbre l'Afrique durant une semaine, une initiative initiée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, célébrée tous les 25 mai. Durant cette période, différentes activités et festivités mettent en valeur les richesses du patrimoine et de la diversité culturelle africaine. Lors de cette manifestation, un vibrant hommage a été rendu à notre pays par les organisateurs, un pays qui défend des positions constantes et inchangées depuis des années. De Paris à Afef Belhouchet. C'est une édition très symbolique et celle 2023 de la Semaine africaine à l'UNESCO qui débute le 25 mai de chaque année et pour cause. Une date qui commémore la Journée mondiale de l'Afrique, célébrant la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, devenue depuis l'Union africaine qui a soufflé sa 60e bougie. On est à l'âge de la sagesse. L'Afrique est fière de proposer ce message qui témoigne de son identité, de la capacité de résilience et de l'énergie sociale qu'il y a dans la jeunesse pour l'avenir du monde. C'est une célébration qui nous a tous réunis. Nous sommes ici pour célébrer cette journée avec tous les pays du continent africain. 60 ans que nos pères fondateurs ont édifié la voie pour notre continent, avec les objectifs de départ qui étaient de libérer l'Afrique, toute l'Afrique. Nous savons qu'il reste encore une colonie et nous espérons aboutir à la libération totale de l'Afrique. Un regret partagé par le président du comité d'organisation de la Semaine africaine à l'UNESCO qui a rendu hommage à l'Algérie pour son soutien indéfectible à la lutte des peuples africains pour leurs indépendances jusqu'à faire régner ce souffle de liberté sur l'ensemble du continent. The voice of Algeria. Depuis la fin des années 50 jusqu'au début des années 70, la voix de l'Algérie a toujours été forte. De par sa position soutenant les pays africains haut et fort pour la libération de l'Afrique du Sud et de tout le continent africain, mais aussi en soutenant le droit des peuples africains à l'autodétermination. Aujourd'hui, l'Algérie poursuit ce combat pour libérer la dernière colonie en Afrique et nous soutenons tous cette cause avec les mêmes principes et la même volonté. Nous poursuivons notre lutte tous ensemble pour que le peuple sahraoui voit enfin le jour de l'indépendance. L'Algérie a tellement donné pour l'indépendance des pays colonisés en Afrique et aujourd'hui, c'est une lutte que nous ne comptons pas arrêter. Shall see freedom. Un engagement envers notre continent pour sa liberté certes, mais aussi pour son développement. C'est ce qu'a rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France alors que l'Union africaine consacre cette année à l'accélération de la mise en œuvre de la zone des libre-échanges. Monsieur le Président de la République a pris des décisions, des orientations très importantes, le redéploiement de l'Algérie vers nos frères et nos sœurs, notamment à l'issue de la mise en place de la zone de libre-échange, l'encouragement de nos opérateurs à s'impliquer sur le continent, la mise en place de l'Agence internationale de coopération,
avec un budget de plus d'1 milliard de dollars dédié à la coopération sur notre continent. C'est un geste très fort, plus que symbolique, et qui s'inscrit absolument dans l'esprit panafricaniste qui nous caractérise tant. Les artistes africains sont également à l'honneur tout au long de la semaine de l'Afrique à l'UNESCO. Plusieurs ont pris part d'ailleurs à l'inauguration solennelle hier, avec le même message d'union et de richesse dans notre diversité. C'est un style algérien, mais c'est vraiment africain. Je remercie les autorités concernées. Nous faisons de notre mieux pour réussir cet événement et pour honorer notre drapeau national. Notre continent est riche, c'est pour cela qu'il est tout le temps convoité. Nous devons nous réunir pour célébrer notre diversité. La semaine africaine à l'UNESCO sera ponctuée par plusieurs événements culturels en plus des conférences scientifiques. Les artistes algériens, eux, sont attendus du 6 au 9 juin avec un programme aussi riche qu'innovant. Et la semaine de l'Afrique se poursuivra jusqu'au 29 à l'UNESCO. Dans le dossier sahraoui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré mercredi que l'objectif de l'organisation était de stimuler une action accélérée contre le colonialisme à l'ouverture du séminaire annuel du comité spécial chargé d'étudier la situation relative à l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés à Bali, en Indonésie. Le Sahara occidental demeure donc toujours à l'ordre du jour de la rencontre annuelle du C24. Le processus de décolonisation doit être guidé par les aspirations et les besoins des 17 territoires non autonomes au monde. Au cas par cas, a-t-il insisté, exprimant sa gratitude au C24 pour son engagement indéfectible en faveur de l'élimination complète du colonialisme. La course à la présidence turque sera décidée lors du second tour prévu demain, dimanche. L'alliance du président Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49,52% des voix, tandis que Kılıçdaroğlu est arrivé en deuxième position avec 44,88%. Le candidat Recep Tayyip Erdogan affrontera le chef du parti républicain du peuple, le principal parti d'opposition et candidat commun de l'Alliance de la Nation qui regroupe 6 partis d'opposition. Malika Bellel. Ce dimanche 28 mai, plus de 64 millions de Turcs sont de nouveau appelés aux urnes pour départager le président actuel Tayyip Recep Erdogan de son rival politique Kılıçdaroğlu. Les grands boulevards et les rues sont submergés par les affiches des deux candidats. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le futur président de la Turquie trouve des solutions à cette crise économique que traverse notre pays actuellement. Nous souhaitons également la paix et la sécurité. Beaucoup d'enthousiasme entoure ces élections, surtout après l'annonce du soutien accordé à Recep Tayyip par le troisième candidat à l'élection présidentielle, l'ultranationaliste Sinan Ogan, qui avait recueilli 5,2% des suffrages au premier tour. Nous voulons plus d'investissements dans notre pays afin de sortir de cette crise. Nous aspirons également à plus d'égalité. Les deux candidats appellent les Turcs à se rendre aux urnes dimanche après un taux de participation déjà très élevé au premier tour qui a atteint les 88%. Les Turcs sont appelés également à choisir entre la continuité ou le changement. Retour au pays, je vous en parlais en titre. Ait El Qaïd, un village témoin d'un passé lointain. Il a été classé patrimoine national en 2006. Situé dans la daïra des Ouadia à Tizi Ouzou, ce village tombe en ruine. La plupart des familles l'ont déserté. Depuis, il connaît une situation de dégradation avancée. Ses habitants appellent à sa sauvegarde. Samia Bouarou, le reportage. Plusieurs fois centenaire, Ait El Qaïd, ce village mythique de la commune d'Agounik-Garan à Tizi Ouzou, se dresse devant nous tel un musée à ciel ouvert qui nécessite en urgence un plan de sauvegarde. Ce témoin d'un passé lointain et haut lieu de mémoire classé patrimoine national en 2006 a été déserté par ses habitants. Seule Nafes Avis, gardienne d'un patrimoine ancestral, elle est le symbole du village. Elle y vit toujours et elle continue à préserver sa maison, ses ska, sa mémoire et ses souvenirs qui représentent tout pour elle. L'émotion était à son comble en évoquant le passé de ce village qui était plein de vie autrefois.
C'est ma maison, la maison de mes parents. Elle est tout pour moi. C'est ici que j'ai joué, j'ai grandi. J'ai pas pu la quitter. Autrefois, on vivait dans la solidarité, la fraternité. Je me souviens qu'à chaque mois de mai, on entamait les travaux d'entretien. On s'entraidait entre les voisins. Je suis la seule femme ici qui continue à entretenir sa maison de la façon la plus esthétique et la plus authentique, et j'en suis fière. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est le bruit d'effondrement d'une des maisons ici. Quand j'entends ça, une partie de moi s'en va et une grande tristesse m'envahit. C'est des maisons où j'ai joué. C'est vraiment triste. C'est notre mémoire. C'est notre repère. Je souhaiterais que mon village renaîtra à nouveau. Les habitants ici nous ont exprimé leur bonne volonté de participer dans la sauvegarde de leur village, qui peut devenir une destination touristique par excellence. Le village a été construit au début des années 1600. Donc il est construit par des moyens, des anciens moyens, la pierre, la terre et les branches d'arbres. Elle est classée patrimoine national en 2005. Normalement, elle est classée en 2005. Donc l'étude a été faite en 2006. Malheureusement, les maisons sont tous en ruine, presque en ruine, à 80% en ruine. Nous lançons un message pour les autorités compétentes pour le sauvegarder. Un village historique, de par son histoire, avant la Révolution, durant la Révolution. On veut au moins restaurer quelques maisons, en faire des gîtes pour accueillir des touristes ici, dans le cadre du tourisme solidaire. Nichées au pied du Djurdjura, ces maisons construites en pierre et argile résistent encore, mais pas pour longtemps, d'après les habitants du village. Ce repère identitaire et architectural attend des jours meilleurs. Un beau village à fort potentiel. Et on terminera avec du sport, football. La Sochleff est le premier club qualifié en finale de l'édition 2023 de la Coupe d'Algérie de football. Après sa victoire contre la JS Saoura, 3-1 en demi-finale disputée hier au stade Miloud Hetfi d'Oran. C'est la troisième finale pour la Sochleff après la première en 92, perdue face à la JS Kabylie, et la deuxième en 2005, remportée contre l'USM Sétif. Fatah Abeda. La première affiche des demi-finales de la Coupe d'Algérie entre la JS Saoura et l'AS Sochleff qu'a abrité le stade Miloud Hetfi d'Oran a tenu toutes ses promesses. Dès la fin du premier quart d'heure et à la 13e minute, Boussaïd lance judicieusement le centre avant Suiba qui se retrouve seul devant le gardien Bechari Saïdi et ouvre la marque pour son équipe au bonheur des nombreux fans chérifiens qui se sont déplacés en masse pour soutenir leur équipe. Les poulains de Mounir Zerdoud, piqués dans leur amour propre, se ruent à l'attaque, mais de manière désordonnée, sans même inquiéter la défense et le gardien Alaouchiche, et ce jusqu'à la fin de cette première mi-temps. Dès l'entame de la seconde période et à la 46e minute, après une touche sur le côté gauche de la défense de la Saoura, Boussaïd, encore lui, centre sur Elien qui double la mise d'une belle reprise de volée à l'intérieur de la surface de réparation. 5 minutes plus tard, Suiba sert idéalement Fetouhi qui d'un tir à ras de terre et avec l'aide du poteau droit rajoute le troisième but pour son équipe. Après cette réalisation, la partie a baissé d'intensité jusqu'au dernier quart d'heure où les coéquipiers de Mellel semblaient se réveiller. Le nouveau rentrant Hamia déborde sur le côté gauche et se fait faucher par Dabbari à l'intérieur de la surface de vérité. Et c'est Hamia qui se fait justice lui-même
en le transformant et réduisant ainsi le score. Le reste de la partie était totalement à l'avantage des jeunes qui ont tout tenté par les Mellel, Saïdi et autres Hamia, mais ont buté sur une défense solide des Shelfawi. Et cela jusqu'au coup de sifflet final de l'excellent Orbel qui a géré cette partie d'une main de maître, aidé par le fair play total des 22 acteurs. Et la deuxième demi-finale est prévue cet après-midi à 18h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine et elle opposera le NC Magra au Serbe Louisdead. Le match sera diffusé en direct sur Canal Algérie et la 6e chaîne de l'EPTV Al-Shababia. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Très bonne journée à tous. Au revoir.